L'effet domino planétaire du variant Omicron se poursuit. Les États-Unis, l'Allemagne, mais aussi d'autres pays annoncent de nouvelles restrictions face à un variant qui devrait, on va le voir, s'imposer dans les prochains mois. C'est une poignée de main glaciale entre Américains et Russes en pleine escalade sur l'Ukraine. Il y aura de graves conséquences en cas d'agression, prévient le secrétaire d'État Antony Blinken. Retour sur ce face-à-face tendu dans ce journal. C'est un rituel d'adieu en musique aux forces armées en Allemagne. La chancelière Angela Merkel doit passer la main la semaine prochaine après 16 ans au pouvoir. Et pour tourner cette page, vous découvrirez la surprenante bande-son qu'elle a commandée à la fanfare de la Bundeswehr. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Partout dans le monde, face à l'incertitude du variant Omicron, les restrictions se multiplient, mais cela va-t-il suffire? Si les premières tendances se confirment, ce nouveau variant risque bien de devenir majoritaire en Europe dans les prochains mois. C'est ce qu'a dit tout à l'heure ce jeudi l'agence de l'Union européenne chargée des maladies. Tour d'horizon des mesures annoncées ces dernières heures avec Amine Babaïssa. Un test négatif de moins de 24 heures, en plus d'être vacciné, désormais requis pour entrer aux États-Unis. Avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, Joe Biden resserre le contrôle des voyageurs tout en se montrant rassurant. Je suis ici pour annoncer notre plan d'action pour combattre le Covid-19 cet hiver. Il ne prévoit pas de couvre-feu ou de confinement, mais une accélération de la vaccination et des tests. États-Unis, mais aussi Inde, Nigeria ou encore Islande, la vigilance est de mise aux quatre coins du globe. Car Omicron pourrait rapidement devenir majoritaire en lieu et place du variant Delta. Il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du Conseil scientifique plutôt après, en début 2022. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur ce nouveau variant, mais les autorités européennes de la santé estiment qu'il serait plus contagieux que les souches précédentes. En Afrique du Sud, où il a été identifié pour la première fois la semaine dernière, Omicron est déjà dominant. Le fait d'être contaminé antérieurement protégeait contre Delta. Et avec Omicron, ça ne semble plus être le cas. Nous pensons que les vaccins protégeront toujours contre une maladie grave. Partout alors, on cherche à intensifier les efforts pour limiter l'impact d'Omicron. La Corée du Sud impose de nouveau une quarantaine obligatoire à tous les voyageurs étrangers. L'Allemagne met en place de lourdes restrictions pour les non-vaccinés en leur imposant un quasi-confinement sans accès au commerce non essentiel. La vaccination obligatoire est aussi envisagée dans tout le pays. L'Organisation mondiale de la santé attend de nouvelles données, mais se veut pour l'heure optimiste. Aucun cas d'Omicron documenté en Europe n'a contracté de forme grave de la maladie. Un variant Omicron qui continue de gagner du terrain en France également. 8 cas ont été recensés à ce jour sur le territoire, dont un sur l'île de la Réunion. Mais c'est surtout la 5e vague qui inquiète les autorités sanitaires. Près de 48 500 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Il y a désormais près de 2000 personnes en réanimation. Face à la dégradation de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un nouveau conseil de défense sanitaire lundi prochain. On en vient à ce suspense politique en France. Qui d'Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse va triompher du Congrès des Républicains et incarner la course à la présidentielle? Si le député marqué très à droite a créé la surprise en arrivant en tête, les trois perdants appellent à voter pour la présidente de la région Île-de-France. Les adhérents votent vendredi et samedi. Quelles lignes vont-ils départager? On voit ça avec Théa Bazdarevich. Un duel final entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Parti comme outsider, le député des Alpes-Maritimes a créé la surprise en terminant en tête du premier tour. Représentant d'une droite dure, ce spécialiste des questions migratoires aligne les propositions choc. Préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang ou encore un Guantanamo à la française pour lutter contre le terrorisme. En matière de sécurité, Éric Ciotti promet des peines minimales automatiques pour les agresseurs des forces de sécurité et prône la perpétuité réelle. Un message de bon sens. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France,
La réponse, c'est la prison et l'avion. En face, la patronne de l'Île-de-France, celle qui se décrit comme 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher, propose un référendum contre l'immigration de masse ainsi que l'instauration de quotas annuels. La candidate proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy veut également faire de la revalorisation du travail une priorité. Parmi ces mesures phares, la fin des 35 heures, la libre fixation du temps de travail en entreprise ou encore le départ à la retraite à 65 ans. Les 2 finalistes doivent encore être départagés lors d'un ultime vote ce week-end. Le nom du gagnant sera dévoilé samedi. Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, tous les 3 éliminés de la course à l'investiture LR, ont déjà apporté leur soutien à Valérie Pécresse. Et on s'arrête maintenant sur cette mise en garde américaine vis-à-vis de Moscou. Il y aura de graves conséquences en cas d'agression contre l'Ukraine. Ce sont les mots du secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une rencontre avec son homologue Sergueï Lavrov à Stockholm. Alors que des milliers de soldats russes sont massés à la frontière, l'Américain a aussi appelé à la désescalade. Retour sur ce face-à-face tendu avec Théa Bazdarevich. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Anthony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Un tube de l'ère communiste signé par une diva punk. Voilà comment Angela Merkel a décidé de quitter la scène lors de la cérémonie d'au revoir aux forces armées, un rituel qui se fait en musique. La chansonnière qui doit passer la main la semaine prochaine à Olaf Scholz après 16 ans au pouvoir. Le récit d'Amin Babaïssa. La fanfare de la Bundeswehr, interprétant un tube de la diva punk Nina Hagen. Voilà la bande-son choisie par Angela Merkel pour faire ses adieux aux forces armées allemandes. Visiblement émue, la chancelière expliquait un peu plus tôt ce jeudi ce choix surprenant. La chanson a été un moment fort de ma jeunesse. Elle vient également d'Allemagne de l'Est et par coïncidence, elle est toujours jouée dans une région qui était ma circonscription, donc tout colle. Dans ce tube des années 70, Du hast den Farbfilm vergessen, l'interprète reproche à son amant d'avoir oublié la pellicule couleur pour les photos de vacances. Des vacances qui sont peut-être dans un coin de tête d'Angela Merkel. Les 16 années passées en tant que chancelière fédérale ont été riches en événements et souvent très éprouvantes. Elles ont été exigeantes sur le plan politique et humain, mais en même temps, elles m'ont toujours comblée. Des adieux étonnants, empreints de nostalgie. Dans quelques jours, l'Allemagne tournera la page des années Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz prendra le relais à la mi-décembre.
Dans le reste de l'actualité, la question des migrants qui est au cœur du déplacement du pape en Méditerranée, mais aussi le rapprochement avec le monde orthodoxe. François est arrivé ce jeudi à Chypre pour une visite de 24 heures. Il a lancé un appel à l'unité alors que Chypre est confrontée depuis plusieurs mois à une arrivée massive de réfugiés. Ce vendredi, le pape doit célébrer une messe au stade de Nicosie. François qui est aussi attendu en Grèce. On en vient maintenant à cette tournée d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe. Le chef de l'État est attendu dans les prochaines heures à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Avant de se rendre au Qatar, puis en Arabie saoudite, il sera ici question des crises qui secouent la région, mais aussi de lutte contre le terrorisme, sans oublier à la clé la signature de quelques gros contrats. On voit le programme avec l'envoyé spécial de France 24 à Dubaï, Wassim Alamar. C'est à partir de Dubaï que le président français commence sa tournée dans les 3 pays du Golfe, les Émirats, Qatar et l'Arabie saoudite. Le président français a 3 priorités lors de ce déplacement. 1, la lutte contre le terrorisme, notamment le terrorisme de Daesh, mais aussi contre le financement des mouvements radicaux, y compris en France. Lors de son déplacement en 2017, le président français a évoqué ce sujet avec les autorités de Qatar, notamment. Le président français souhaite évoquer les crises régionales et souhaite que la France joue, et toujours selon l'Élysée, en puissance d'équilibre entre les pays du Golfe et l'Iran. Le président français a fait des entretiens téléphoniques avec le président iranien la veille de ce déplacement. Le président français souhaite évoquer la crise diplomatique entre certains pays du Golfe et le Liban. Également, il souhaite parler de la question libyenne, mais un aspect économique très important lors de ce déplacement, et notamment avec la signature des gros contrats entre la France et les Émirats. On parle notamment des contrats Rafale. L'information n'a pas été encore confirmée par l'Élysée, mais un grand responsable émirien a dit qu'il ne voulait pas dévoiler le cadeau avant l'arrivée du président français. Le président français commence sa visite d'ici, de l'exposition universelle 2020 à Dubaï, pour mettre en lumière le partenariat culturel entre la France et les Émirats et renforcer ce partenariat. Et on s'arrête à présent sur cette photo d'un visage tuméfié qui suscite l'indignation en France. Margot Pino, championne olympique de judo, a posté elle-même ce cliché sur les réseaux sociaux après la relaxe mercredi prononcée à l'encontre de son ex-compagnon, l'entraîneur Alain Schmitt. Elle l'accuse de l'avoir roué de coups. Lui dément, le parquet a fait appel. Nathalie Pérez. Elle a choisi de montrer son visage tuméfié sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne comprend pas une décision de justice. Dimanche, elle dénonce une violente agression de la part de son compagnon et ex-entraîneur. Dès mardi, celui-ci est jugé à Bobigny en comparution immédiate. Il est relaxé. Le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Ce sont 2 personnalités du monde du judo, Margot Pino, championne olympique en équipe cet été, et Alain Schmitt, son entraîneur de l'époque. 2 versions qui s'affrontent. Ce soir, dans une conférence de presse, la jeune judokate a raconté publiquement son récit de la soirée. Il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré vers le sol, à gauche du lit. Donc il m'a mis sur le sol, j'étais sur le dos. Lui, il s'est mis à califourchon sur moi. Et il a commencé à mettre des coups de poing, droite, gauche, des deux mains en tout cas. Je me suis dit, c'est soit t'arrives à te dégager de lui, soit t'es morte. Un peu plus tôt cet après-midi, c'est Alain Schmitt qui donnait une conférence de presse. J'ai jamais frappé une femme de ma vie et ça n'arrivera jamais. Lui aussi a diffusé une photo de son visage tuméfié. Il reconnaît l'existence d'une dispute, mais conteste avoir frappé. Elle a sauté sur moi, elle m'a agrippé par le col. C'est parti dans tous les sens, à droite, à gauche, on a cogné dans les murs, dans un radiateur. Ensuite, on a cogné une porte. Elle m'a fait tomber sur elle, dans une autre chambre. Ensuite, on s'est relevé, on a pris un mur. Cette version des faits n'a pas convaincu le procureur de Bobigny qui avait requis une peine exemplaire. Le parquet a immédiatement fait appel de cette relaxe afin d'obtenir un nouveau procès. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes. Restez sur France 24. À tout à l'heure.